Et après, j'ai encore un petit cadeau pour vous. C'est un cadeau qui nous vient des préparateurs en physique. Ils nous ont sorti aujourd'hui encore quelques belles expériences qu'on va regarder maintenant dans un petit moment. Donc, on revient dans 8 minutes avec le spectacle des expériences. À tout de suite. Bonjour, bienvenue au spectacle des manips. Nous avons très peu de temps, sorti des meilleures manips pour vous. Nous, c'est surtout le travail de préparateur en physique. Nous avons Julien Burnier qui nous a préparé les manips pendant le long de tout le semestre. Nous avons aujourd'hui Didier Klopfenstein qui a préparé aujourd'hui pour nous. Et nous avons aussi quelques expériences qui ont été préparées par Pierre Betz. C'est vraiment, je suis reconnaissant pour leur travail. C'est vraiment un très beau travail qu'ils font pour la physique. Ce qu'on vous souhaite montrer aujourd'hui, c'est que la physique, ce n'est pas seulement le forme. La physique, c'est la fascination pour la nature, la fascination pour le phénomène dans la nature. Oui, après, il y a aussi des formules. Mais tout d'abord, nous, les physiciens, nous sommes passionnés par observer la nature et comprendre le phénomène. Et aujourd'hui, j'aimerais bien vous montrer quelques phénomènes. Et on a un grand répertoire d'expériences ici avec le préparateur. Et on souhaite vous montrer quelques expériences. Maintenant, vous avez certainement constaté qu'aujourd'hui, le son est moins bien que d'habitude. Donc, on a fait ici des manips avec des éclairs. Peut-être ça nous a bousillé un peu le système audiovisuel, c'est possible. Mais j'espère que néanmoins, peut-être la parole sera moins claire aujourd'hui, mais j'espère que néanmoins, vous pouvez voir sur l'écran quelques belles expériences. Et j'essaie d'expliquer ce qu'on fait de mon mieux. Donc, certaines expériences ne vont peut-être pas marcher, d'autres vont peut-être bien marcher. On verra. Ça, c'est la vie de l'expérimentateur. Parfois, ça marche pas au laboratoire et il faut réparer la manip. Aujourd'hui, on avait beaucoup de pannes avec l'audiovisuel. Il y avait le signal du son, on n'arrivait pas à prendre sur les ordinateurs, etc. On va faire de notre mieux, on va improviser. Voyons, peut-être sur quelques expériences, il y aura quelques expériences qui vont fonctionner. Sur autres expériences vont peut-être pas fonctionner. La première expérience que j'aimerais bien vous montrer, c'est la pendule de Foucault. Foucault, c'était un physicien du 19e siècle en France. Et à l'époque, il voulait montrer que la Terre effectue une rotation autour d'elle-même. Comment le démontrer? Il y avait depuis des siècles déjà une grande discussion avec Copernic, avec Galiléo Galilée. Mais est-ce que la Terre tourne autour du Soleil? Ou est-ce que le Soleil tourne autour de la Terre? Donc, est-ce que la Terre est en repos et le Soleil va tourner chaque jour autour de la Terre? Ou est-ce que c'est bien avec la rotation de la Terre qu'on a nos couchers de soleil, nos levées de soleil, etc. Et l'idée de base ici, c'est qu'une pendule a la tendance de garder son plan d'oscillation. Donc, si la Terre tourne en dessous de la pendule, le plan d'oscillation, il va rester dans le même plan. La Terre tourne au-dessus et le plan relatif devrait changer pour la Terre. Nous, on devrait donc avoir le sentiment que la pendule, le plan de l'oscillation de la pendule tourne. Et normalement, c'est une expérience très compliquée à faire. Foucault, il utilise les Panthéons à Paris, une grande coupole et puis un fil énorme avec une boule énorme au bout du fil. Et là, j'ai même une représentation de ça à l'époque. Donc, il y avait une énorme boule. Après, ça traçait dans le sable des traces. Puis on regardait est-ce que ça tourne après une autre. Et comme la pendule, elle doit juste osciller pendant des heures, on a besoin d'une telle masse. Maintenant, si les préparateurs en physique, ils ont préparé une belle manip, Pierre Betz, il a fait un beau travail. Donc ici, il a créé la pendule de Foucault, la version seule. Parce que là, vous pouvez mettre une boule ici. La pendule, elle a peut-être la longueur de presque 2 mètres, mais pas non. Mais il a réussi à stabiliser l'oscillation avec un entraînement. Donc, il y a un petit capteur, un
un petit électroaimant qui chaque fois se donne un petit appui sans tourner la pendule. On peut regarder maintenant sur la télé. Vous voyez qu'il y a à peu près le plan de rotation. Si on regarde sur la télé, le plan de rotation, il est au deuxième trait, si vous voulez. Donc là maintenant, en 1 heure, la pendule elle va tourner d'un trait. Donc, nous, on garde en mémoire pour l'instant, c'était au deuxième trait, et on vient voir dans un petit temps, est-ce que ça tourne. Donc c'est le deuxième trait, on remarque ça. Et on va voir ça pour plus tard. Mais non, il faut juste attendre un moment. Il y a une autre belle expérience de savant que Pierre a créée. Pour cela, je vais baisser la lumière. Alors ici, on a un tornade du salon. Donc là, pour la tornade du salon, donc pourquoi on s'intéresse au vortex? Déjà, quand on tourne, et la force de Coriolis qui fait tourner les nuages, et ça donne un vortex pour la dépression de pression. Et par contre, quand on a des tornades, des orages, c'est surtout l'air qui monte ici, et ça crée cette rotation, cette aspiration énorme au centre de l'orage, du cyclone. Et puis ça, cet effet, avec l'air qui monte, il arrive à retrouver ici ensemble. Donc, nous allons mettre un peu de fumée. Nous allons voir s'il y a une tornade qui va se faire. Là, on voit bien la rotation déjà. C'est parce que l'air est aspiré en haut. Encore un petit moment. Et ça va probablement, si on entend, ça va se mettre dans une belle tornade ici. J'espère que Caroline a bien capturé la tornade. Donc, j'espère qu'on voit ça. Oui, je vois, il a bien capturé. Donc là, on voit bien la colonne verte. Elle monte parce que c'est soufflé en bas, puis c'est aspiré en haut. Et, mais l'air, elle a la tendance d'être dans une rotation. Donc, l'air a cette tendance de créer des vortex. Encore un autre vortex d'un autre genre, c'est des anneaux de cigarettes, pour le fumeur, des anneaux de fumée. Et ici, j'ai vraiment un dispositif qui crée de très, très belles anneaux de fumée. D'abord, je vais faire la fumée. Je vais remplir cette épaisse avec de la fumée et je vais envoyer un anneau maintenant. Si Caroline arrive à bien capter la trajectoire, vous voyez que l'anneau traverse toute la scène ici. Et je vous mets au défi de faire ça avec votre fumée de cigarette, avec votre bouche, faire une aussi belle performance. Un anneau, beau comme ça. Donc, je peux envoyer plusieurs de suite. Voilà, donc il n'y a pas de sens. C'est vraiment, on voit vraiment cette tendance de créer le vortex et de turbulence de l'air. Et ça, vous avez aussi vu avec M. Scartesini, turbulence autour d'un bâtiment. Je vais remettre la lumière pour la prochaine expérience. Donc là, la Terre, on disait que la Terre bouge autour du Soleil. C'est ça qui tient ensemble notre système solaire, c'est la gravitation. Il y a le Soleil qui attire les planètes ou la Terre vers elle, puis après, avec la force centrifugale, après, ça donne des ellipses, des trajectoires des ellipses de planètes autour du Soleil. Donc, il y a deux boules, une boule très très grande, le Soleil, une boule plus petite, mais encore très grande, une planète, et une attirance entre les deux boules. Mais est-ce que nous arrivons à démontrer qu'entre deux boules, il y a aussi cette attirance de la gravitation? Alors, il faut prendre des boules très très lourdes. Ici, j'ai une balance. J'ai la balance avec deux boules ici, deux grandes boules de plomb. À l'intérieur, il y a deux petites boules. Il y a un miroir et après un faisceau laser. Donc, là maintenant, le
Le faisceau laser, il y a une marque à position. Je vais mettre tourner le bout, les stabiliser dans l'autre direction. Et maintenant, il y a l'attirance des boules, il y a les grandes boules qui vont attirer les petites boules portant un miroir, et avec le faisceau laser, on affichera la rotation. Regardons maintenant à l'autre bout de la salle, où on voit la tâche du laser. Donc, la tâche du laser, maintenant, elle est au deuxième trait et demi à droite. Et ça va travailler maintenant pendant tout le spectacle. Là, on voit, ça s'est mis en mouvement, ça commence à bouger à gauche. Ça, c'est maintenant le mouvement par gravitation, c'est parce qu'il y a une attirance par la force de la gravitation. Donc, vous voyez déjà, on est au deuxième trait, et puis ça commence à bouger plus, ça s'approche gentiment, ça fait un trait, 2/3 peut-être. Ça s'approche à un trait et demi, gentiment. Et ça, c'est vraiment ici, ce mouvement, c'est parce qu'il y a une attraction entre les deux bouts de plomb avec une force qui est toute petite. Et quand vous avez le Soleil, une boule très grande, et la planète, la Terre, aussi une boule très, très grande, il y a beaucoup d'attirance entre les deux. Là, on est au premier trait déjà. Donc, on a déjà bougé d'un trait et demi. Peut-être qu'on attend encore un peu. Et on voit que ça marche très bien ici. Donc, maintenant, le mouvement, il est long, mais il est bien observable ici. Je suis à 0,5 trait maintenant. Donc, un demi-trait. Et je vais m'approcher de la position 0 maintenant. Voilà, ça va migrer encore. On pourrait jeter un coup d'œil après à la fin. Ça va migrer probablement assez à gauche encore. Donc, ça, c'est donc la force de la gravitation. Et vous connaissez certainement l'histoire de M. Isaac Newton, qui lui était assis sous son arbre. Et il y avait une pomme qui tombait. Et là, il a eu l'idée géniale que la force d'attraction entre les deux boules, la Terre, une boule représentée par la Terre, une boule représentée par la pomme, il y a une telle attirance qui fait que la pomme tombe. Donc, son inspiration, c'était si la Terre, elle attire la pomme, elle va aussi attirer la Lune, et ça explique le mouvement de la Lune autour de la Terre. Il y a aussi une force centrifugale qui est équilibrée par la force de la gravitation. Et ça donne cette trajectoire presque circulaire de la Lune autour de la Terre. Ça, c'était une représentation dans l'ancien style. Le monsieur, il a un livre dans la main, il est assis sur une échelle. Mais aujourd'hui, ça serait autrement. Aujourd'hui, il serait peut-être occupé, toujours sur son arbre, mais il est occupé d'envoyer des tweets à tout le monde, de petits messages à tout le monde. Il ne va même pas se rendre compte qu'il y a des pommes qui vont tomber sur sa tête. Et peut-être il ne va pas réfléchir sur la Terre, la Lune et les forces qui attirent les deux. Cette attirance, cette gravitation, elles font que les pommes ont un poids. Il y a aussi l'atmosphère qui a un poids, il y a l'air qui a un poids. Une façon impressionnante à le démontrer, ça a été fait par M. Otto von Guericke à Magdebourg. Il a créé ces hémisphères de Magdebourg. Il a évacué donc les deux hémisphères. Il a pris une douzaine de chevaux pour tirer sur les hémisphères. Et on a vu que même une douzaine de chevaux ne suffisait pas pour séparer les hémisphères parce que tellement grand est le poids de l'atmosphère, le poids de l'air, que les hémisphères sont vraiment pressés l'une contre l'autre et ça devient impossible de les séparer. Ici, on a aussi une belle manip avec le poids de l'atmosphère. On a un canon sous vide. Comment ça marche le canon sous vide? Déjà, j'ai une pompe solide, j'ai un tuyau, j'ai une balle de ping-pong à ce côté-là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va évacuer le tuyau. Après, je vais prendre un coup, je vais percer mon bras. Il y a tout le poids de l'atmosphère qui pèse sur mon bras, qui sera libéré.
il y a l'air qui va entrer, qui va projeter la balle de ping-pong ici contre une canette de coca. On va voir ce qui se passe avec cette pauvre canette. Alors, j'ai commencé à évacuer. La pression, elle va descendre. J'ai commencé à une atmosphère. Là, je serai bientôt à une demi-atmosphère de pression. 0,4. On va attendre un petit moment. 0,3 là, 0,3 atmosphère. 0,2 là, 0,2 atmosphère. Bientôt un dixième de l'atmosphère. Un dixième de l'atmosphère seulement. Là, on a un vingtième de l'atmosphère. Voilà. Et maintenant, on va endommer le assez faible. Voilà. Il me reste encore ici un tout petit peu. Je pense qu'on est bon, on peut essayer. Alors, je vais prendre ce coup-là. Je vais percer dans mon bras. Et puis, on va voir ce qui se passe avec le poids de l'atmosphère qui pèse sur la balle de ping-pong. Elle va envoyer la balle de ping-pong vers la planète. Et on va regarder ce qui se passe avec la planète. Alors, je compte sur 3. 1, 2, 3. Alors là, on voit que la pauvre canette de coca, elle est transpercée. Pas un objet très féminin, la balle. Mais voilà, ça suffisait, il y avait une telle force avec le poids de l'atmosphère qu'on a transpercé cette pauvre canette de coca. Il y a donc, revenons sur la pendule de Foucault déjà, donc on est sur la télé peut-être. Est-ce qu'on a bougé encore? Donc on a bougé un peu plus loin. Donc on est déjà plus loin que le deuxième effet. Donc ça a déjà bougé un petit peu. Et donc la Terre, elle s'est tournée déjà. Elle s'est tournée déjà un peu, puis le temps de rotation, il a tourné par rapport à la Terre. La Terre, elle s'est tournée en dessous de la pendule. Et si vous regardez maintenant le point laser vert en bas, avec Caroline, on descend, donc pour la balance de gravitation, donc le point vert avec les spots, là, on est maintenant déjà clairement à gauche, on a deux traits à gauche, donc on voit s'associer avec l'attirance d'air. Donc, ça, c'est la pendule de Foucault ici, mais on a aussi une autre expérience avec laquelle il est devenu célèbre, M. Foucault, un grand physicien. C'était la mesure de la vitesse de la lumière. Probablement, vous connaissez ce personnage, Lucky Luke. Lui, c'est l'homme, le cowboy qui tire plus vite que son homme. Et voilà, il faut vraiment tirer vachement vite. Et pourquoi il était si rapide? C'est parce qu'il avait commencé jeune, donc il s'est bien entraîné pour tirer vite. Mais est-ce qu'on arrive à avoir un objet qui bouge plus vite que la lumière? Ici au laboratoire. Oui, on en a un. On en a un objet qui tourne plus vite que la lumière et on peut mesurer carrément la vitesse de la lumière avec ce mouvement très, très rapide. Alors, on a ici cette expérience célèbre de M. Foucault avec les miroirs tournants. Comment ça marche? Nous avons un laser. Le laser, il va envoyer un faisceau sur un miroir en rotation. Le miroir, il va renvoyer une première réflexion à travers une lentille, sur un deuxième miroir, sur un troisième miroir, et après, le faisceau revient. De nouveau, sur un miroir, sur la lentille, ça revient sur le miroir tournant. Et le miroir tournant, il tourne très, très vite. Et c'était ça, le défi de créer un miroir qui tourne à très, très grande vitesse. Et M. Foucault, il avait réussi de construire ça déjà au milieu du 19e siècle. Donc, le miroir, il tourne tellement vite qu'au moment où la lumière revient, il aura tourné d'un petit angle. Et cet angle, on va mesurer avec le laser, et le point laser, donc, il sera dévié sur une réglette. Quand on allume la rotation, il y a un point laser qui va bouger de quelques millimètres sur
la réglette. On va maintenant regarder la manip ici en salle. Ici, j'ai le laser. J'envoie un faisceau sur le miroir tournant. Le miroir tournant se trouve ici. Ensuite, ça revient. Donc, une première réflexion, la lentille, le miroir, et c'est renvoyé. Il y a encore ici un miroir, donc ça fait zigzag. Et là, c'est renvoyé. Ça c'est renvoyé à ce moment-là. La lentille est sur le miroir tournant. Et après, c'est projeté contre la roulette et j'ai la caméra. Je dois maintenant regarder avec la télé sur la caméra simple. On pourra lire ce qui est affiché sur la roulette. Donc, je dois aller ici sur la caméra simple. Donc, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui se passe parce que le miroir qui par rapport au volant, il ne bouge pas encore. Mais maintenant, je vais allumer la rotation du miroir. Je vais voir doucement. Et on voit qu'il y a ce point sur la roulette. Pour l'instant, le miroir tourne lentement. Vous voyez la fréquence de tournage ici. C'est assez lent, donc la lumière est rapide, elle revient sur le même point, le miroir va bouger, peut tourner en cours de réflexion. Maintenant, j'augmente la vitesse et le point va bouger à droite sur la roulette. Donc là, je dirais ici affiché 3 et quelques millimètres sur la roulette. 3,8, peut-être 3,7. Et après, je dois mesurer la fréquence de rotation. La vitesse de rotation. Mais également, qu'est-ce que ça donne dans la calcul? Alors, on va revenir sur ici. Faisons un calcul. Donc, nous avons ici sur le compteur une fréquence de 1176 kHz. Pour trouver la vitesse de rotation, donc il faut diviser par 2 parce que c'est un miroir de face. Le miroir tourne à 588 tours par seconde. C'est très, très rapide. Sur la réglette, on a mesuré 3,7 mm. Le rayon de mesure, c'est 5 mètres. Donc, ça, c'est sur la déviation entre le miroir tournant et la réglette. Ça donne après l'angle de déviation. Le trajet de mesure, ici, c'est 30 mètres à le retour. Donc, c'est 15 mètres aller-retour, donc ça fait 30 mètres de trajet entre les deux réflexions. Et quand on met tous ces chiffres-là, il faut encore tenir compte que, comme c'est un laser, l'angle est mesuré par un laser, et le miroir bouge d'1 degré, après, ça va bouger 2 degrés sur le rayon réfléchi. Donc, il y a l'angle double parce que c'est un miroir en rotation. Et quand on met tous ces chiffres ensemble, on retrouve un temps de vol de 1 fois 10 à la puissance moins 7 secondes. Et quand on utilise ces données avec les 30 mètres de trajet, on obtient le 2,99 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Donc, c'est très, très proche à la valeur de la littérature qu'on connaît. Donc, ici, c'était une démonstration de mesure très, très pionnière, en fait, parce qu'avant, on avait des observations de lune de Jupiter qui donnent une estimation pour la vitesse de la lumière. Et avec ce genre d'expérience, d'abord M. Fizeau, puis après M. Foucault, ils ont mesuré la lumière ici dans une salle en terre. Donc ça, c'est une expérience assez spectaculaire. Alors, entre-temps, on va peut-être... je crois qu'on va passer à la génératrice Van de Graaff. Donc, quand vous avez des orages, vous avez des décharges, des éclairs de haute tension. Et comment ça se fait? Quand il y a une thermique forte, il y a des gouttelettes d'eau qui vont monter dans le nuage. Les gouttelettes vont porter des charges. Et après, les charges vont s'accumuler dans le nuage. Et après, il y aura des décharges et des éclairs.
Comment ça fonctionne? Ici, nous avons la génératrice Van de Graaff. Donc, c'est un peu pareil le fonctionnement. On va transporter des charges. Les charges se trouvent sur un ruban. Et après, les charges positives sont transférées à l'intérieur de la sphère. Les charges positives vont se repousser. Ils vont tout de suite aller sur l'extérieur de la sphère où la charge va s'accumuler. On va extraire des charges négatives, les transporter vers le bas et puis après les récupérer avec un balai et la mettre sur une petite bobine. Donc ici, nous avons cette génératrice de Van de Graaff. Vous avez le ruban qui passe, on voit ici, la sphère en haut, donc la bande qui apporte les charges à l'intérieur de la sphère. Les charges vont aller sur la sphère. Après, ça va faire repousser ces mouvements. Donc, ça sera un peu comme on s'est cassé un peu, ça repousser, c'est bon parce que c'est rempli de charges positives et je peux tirer les étincelles avec ça. Ouais, je mets le ruban en mouvement. Donc là, j'ai mon moteur. Et puis, il y a le ruban qui commence à tourner. Vous voyez maintenant que les rubans sont repoussés entre eux. Alors, je vais encore mettre plus. Donc, ça fait carrément hérisser ces bouts. Maintenant, je peux même tirer les étincelles pendant le moment. Je vais m'approcher avec un petit peu. Et là, je vais tirer les étincelles. Probablement, en perte de la vidéo. Donc, maintenant, il faut regarder avec la caméra des natels. Donc, la bonne caméra, elle n'a pas des étincelles. Le caméra, il va trouver avec son téléphone portable. Il y a beaucoup de champs électriques pour cette main. Dans ce quartier, de la bonne caméra. Tellement il y a de tension sur cette main. Mais en plus, avec la caméra, le téléphone portable avec la caméra, on arrive à finir. Je remets la caméra. T'es prêt? Ready? Not yet? Camille, there we go. Shall we? OK. Alors, on va recommencer, on va se relancer. Donc, déjà, je vais remettre le ruban en mouvement. Il y a le ruban qui va se laisser. Et je vais tirer les étincelles comme des éclairs. Donc là, j'arrive à créer des petites étincelles, comme lors d'un orage avec cette machine qui a inspiré des mouvements de charge. Donc, dans un vrai orage, vous avez le coup de foudre. Donc, le coup de foudre, les décharges qui vont aller loin parfois et qui sont très, très longues. Nous avons une deuxième manip maintenant. Mais comme cette manip, elle risque perturber encore plus nos systèmes audiovisuels. Dommage que vous n'êtes pas en salle. Je vous montre déjà la dernière slide ici. Donc, avec le coup de foudre de physique, je vous encourage de construire de beaux bâtiments. Faites mieux que ceci. Faites des bâtiments qui sont beaux et où il y a la fonction qui s'associe avec la structure architecturale. Faites pas des bâtiments qui sont moches et qui ne correspondent pas à la physique. Donc, ça, c'est le message. Donc, on revient donc au coup de foudre. On espère que ça vous a donné un peu de coup de foudre pour la physique. Ici, maintenant, donc, on va revenir faire l'expérience la plus compliquée d'aujourd'hui parce qu'on va créer des étincelles encore plus longues que ça, des éclairs encore plus longs que ça. Donc, on va déjà voir avec Karan. If you come down here with me, come with me. Donc, ici, nous avons la bobine de Tesla. Nikola Tesla, c'était un bon physicien aussi qui travaillait beaucoup sur l'électricité. Maintenant, quel était son niveau de créer une théorie? C'était de travailler avec l'impuissance d'une bobine. Là, une grande bobine. Et cette bobine-là, elle a beaucoup de speed. Et quand j'ai
courant électrique dans cette bobine. En fait, quand j'arrête le courant d'un coup, il y a un champ magnétique qui va s'effondrer, ça va induire dans toutes ces spires de la bobine une énorme tension. Et on a ici maintenant un interrupteur, on va remettre du courant à la une interruption du courant et ça va créer des étincelles. D'abord, on va faire des étincelles entre la boule ici, j'ai mis la boule à terre ici, et on a ici cette boule qui est sur haute tension. Et on va essayer de mettre en route l'interrupteur et on va voir si on va tirer des étincelles un peu plus impressionnantes que ceci. So, come on, are you ready? 1 second. Okay. Come closer. On va donc, je vais allumer la machine. And stay with me here, come on. Okay. And now we try here just a small. I hope you can, j'espère que vous pouvez voir maintenant la caméra. Je vais aussi éteindre. Donc, on va ici sur light, off. Je vais aussi bouger le projecteur. Alors, voyons si ça donne quelques étincelles. C'est parti. Avec un arrière. Maintenant, on va donc écarter un peu la terre. On va voir ce qui se passe. Donc, probablement, on aura des étincelles plus fortes. Ok, tu le fais comment? Donc, vous voyez, les étincelles vont se balader maintenant dans la pièce et les étincelles vont aller sur la cage métallique qui est à côté. Et cette cage métallique, elle est devenue célèbre sous le nom de cage de Faraday. C'est une protection parfaite contre la foudre ou contre les éclairs, contre les éclairs. Maintenant, encore, you can try. Push the button, right? Très bien. Maintenant, on va donc, je vais me rendre davantage et je vais demander à Kama. So I think we can use this. Okay, it's off. Then it's an on here. So je vais maintenant me rendre davantage. Alors, la cage est ici. Et Kama va bien fermer la personne importante. Le petit ressort, ferme. En haut, en bas. Voilà, maintenant je suis bien engagé, moi je ne peux plus bouger. Maintenant je suis livré à la décharge électrique, je vais me mettre en face. Donc, Cameron il allume maintenant l'interrupteur et il peut y aller. Vas-y. Voilà, ça commence à sentir un peu ici, c'est une décomposition. Ça sent un peu l'ozone. Encore une dernière. Ok, alors je peux me libérer. Can you feel here from the cage? Alors là, ça sent maintenant l'ozone aussi. Donc c'est bien de ne pas exagérer avec le tout quand même. Donc, j'ai bien survécu la manip. C'est grâce à la cage de Faraday. J'ai survécu cette manip.
Et ce cage de Faraday est vraiment devenu célèbre. Pourquoi elle est devenue célèbre? Parce que vous avez cet effet d'écran pour les ondes, pour le champ électrique, dans des objets, des cages métalliques. Par exemple, dans une voiture, quand vous êtes dans un orage, dans une voiture, vous êtes bien protégé parce qu'il y a des métals. Ou bien un train. Dans un train, vous êtes aussi bien protégé. Et il y a même un problème maintenant parce qu'on met des revêtements de basse émissivité sur les fenêtres de train. Et du coup, maintenant, il y a la cage de Faraday est parfaitement fermée. Il n'y a plus de signal de communication mobile qui passe. Peut-être que vous vous souvenez encore de la manip avec le téléphone dans la boîte. Donc là, c'est cet effet-là. Et nous avons maintenant des trains qui fonctionnent avec des fenêtres modernes. Et ça, c'est aussi cet effet des cages de Faraday. Donc la cage de Faraday, elle nous protège. Voilà. Quand il y a l'orage, rendez-vous dans le train, dans la voiture, dans une maison métallique, ça va bien protéger. Alors, j'espère qu'avec ceci, vous avez eu le coup de foudre pour la physique. Un peu de passion. La physique, c'est plus que le formule. C'est aussi la passion pour le phénomène de la nature. Et j'espère vous avoir donné une petite étincelle de cette passion que nous, physiciens, nous partageons entre nous. Et j'espère que nous partageons maintenant aussi la passion pour la physique, aussi avec vous. Alors, construisez des beaux bâtiments, faites une belle carrière en architecture, travaillez bien dans la pratique et utilisez la physique des bâtiments, l'intuition qui a été créée le long du cours de ce semestre. Donc, j'espère qu'avec ce semestre, vous avez des bases maintenant intuitives qui vous permettront de faire juste déjà au premier essai avec une bonne intuition aussi pour la physique des bâtiments. De tout mon cœur, encore une fois, je vous souhaite bonne chance pour l'examen. Je remercie Kavan aujourd'hui. Donc, il a pesé sur le bouton important. Il m'a enfermé dans la cage de Faraday. Il a filmé pendant tout un semestre. Il y a Julien qui a préparé le manip, Julien Burnand, pendant tout le semestre. Il y a aussi Guillaume Dunon qui a travaillé en informatique, soutien tout le semestre pour nous. Il y avait là certains manips qui ont été créés par Pierre Wetz, ici la pendule de Foucault par exemple. Et aujourd'hui, c'était Didier Klopfenstein qui nous a mis des manips. Donc, merci à ces trois préparateurs. Je remercie aussi notre équipe d'assistants. Donc, merci beaucoup des assistants pour avoir aidé à être disponible pendant les exercices pour les questions. Et j'espère que les exercices, ils ont aussi aidé à la compréhension du cours et que c'était aussi une bonne préparation pour l'examen. On va probablement se revoir pour l'examen, cette fois en physique. Pour une fois, on va se rencontrer en physique. Je regrette que ce semestre, on n'a pas pu se voir. C'est la première fois en Zoom. On avait quelques pannes techniques parce que l'audiovisuel, parfois c'est difficile à gérer dans cette salle très technique. Voilà, j'espère qu'il n'y avait pas trop de pannes ou en tout cas que vous pouviez suivre le cours. Je vous remercie chaleureusement pour votre intérêt, pour votre attention. Et encore une fois, bonne chance pour l'examen. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur, aussi, et à tous les autres gens qui nous disent. Au revoir. Merci.